possibilité de mettre le téléphone sur mode silencieux? Oui, oui. Bonsoir à tous les co-débatteurs.
Et ici au studio, Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir Christian Moleka. Bonsoir Kibaté, bonsoir également à tous mes co-débatteurs. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Regroupée au sein d'une coalition baptisée C64. Cette plateforme coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel qui rassemble les principales forces politiques de l'opposition a été lancée ce mardi à Kinshasa. Cette nouvelle coalition regroupe notamment les idées de Martin Fayoulou, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno, Envol de Délice Sanga ainsi que l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound aux côtés d'autres mouvements politiques et citoyens. À travers cette initiative, l'opposition rejette toute révision constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Tout en appelant la population à la mobilisation et à la résistance, les membres de la coalition C64 exigent également le retrait de la proposition de la loi référendaire actuellement examinée au Parlement. On écoute Nicolas Lenga, cadre du parti Envol, qui a lu la déclaration commune. Il est au micro de Grace Amzati. Nous n'accepterons plus de revivre les heures sombres de la dictature avec des mandats illimités. Ainsi, nous signifions à M. Félix Tshisekedi que le peuple congolais a définitivement dit non à la dictature. M. Félix Tshisekedi est à son second et dernier mandat. Aucune circonstance, fût-elle sécuritaire, sanitaire, ou diplomatique ne servirait de prétexte au glissement du mandat présidentiel. Peuple congolais, aujourd'hui plus que jamais, faisons le choix de la liberté contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation. À compter de ce jour, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028. Mike Mkibaï, je rappelle que vous êtes député provincial honoraire, vous êtes coordonnateur provincial pour la ville de Kinshasa, du parti politique Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition. D'abord, pourquoi la coalition article 64? Pourquoi pas article 5 ou article 4? Oui, mais c'est l'article 64 qui donne devoir. Il ne dit même pas qu'il s'agit d'un droit, mais d'un devoir à tout Congolais de s'opposer à tout autre Congolais ou à n'importe quel groupe de Congolais qui accède au pouvoir par la force ou qui, une fois au pouvoir, essaie de les conserver en violation de la Constitution. Donc c'est cet article, en fait, qui nous donne mandat pour agir. L'article vous donne mandat pour agir, mais le deuxième alinéa du même article, hein, nous avons la Constitution ici, dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Je ne dis pas que vous voulez renverser le régime constitutionnel, mais il est dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais qui est dans la logique des renversements constitutionnels? C'est M. Félix Tshisekedi. C'est lui. Qui cherche à renverser la Constitution? Vous parlez de quelle Constitution? Ou vous avez une Constitution imaginaire, celle que M. Tshisekedi cherche à imposer aux Congolais? Non, la Constitution, c'est celle-ci, celle de 2006. Et qui cherche à la renverser? Si ce n'est pas lui. Donc, c'est à lui d'être poursuivi. C'est lui qui doit être poursuivi. C'est lui qui s'expose à ces dispositions constitutionnelles. Il ne cherche pas à réformer, à réviser la Constitution. Il veut changer d'ordre constitutionnel, tout balayer. Alors, à travers cette une initiative, logique putschiste. À travers quasiment. cette initiative, l'opposition vise quoi? À empêcher le pouvoir à réviser la Constitution ou à changer la Constitution? Non. Il ne faudrait pas qu'ici, nous restions dans cette ambiguïté délibérément créée par l'UDPS pour tromper l'opinion. Il est clair qu'ici, il ne s'agit pas de la révision. Si c'est la révision, nous n'en ferons pas un problème. Il faut ouvrir les débats pour la révision, il faut réformer. Tout texte de loi est réformable et perfectible. Il est clair que là, M. Tshisekedi se lance dans un projet funeste, lugubre, de changement de constitution. Donc, nous nous opposons à ces projets-là, c'est clair.
Tout le reste qui est mis en avant, ce sont des prétextes pour aller, par exemple, prendre exemple sur les accords avec les États-Unis et prétendre que ces accords-là nous demandent, et encore que c'est ridicule qu'un pays soit obligé d'adapter ses lois, sa constitution aux exigences de notre État. Alors que nous étions purement dans un cadre d'un accord de paix qui a dérivé vers des accords économiques, et les États-Unis nous demandent comme si nos lois ne répondaient pas à nos aspirations. Ce que Félix Tshisekedi fait là, c'est beaucoup plus grave. Ici, il accuse la Constitution d'être un produit de l'étranger. Mais là-bas, il accepte que les États-Unis lui imposent leur vue sur nos textes de loi et sur notre Constitution quant aux échanges commerciaux. Mais c'est depuis quand? Vous voulez nous dire que nos lois, nos textes commerciaux ne sont pas adaptés? Voilà ce qui est grave, par exemple, quand ils mettent, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, quand ils mettent en exergue cet accord-là avec les États-Unis. Il y a, par exemple, un droit de préemption en faveur des États-Unis dans cet accord. Là où il est dit que pour toute cession, donc tout marché à conclure en ce qui concerne le secteur minier, nous allons d'abord soumettre les sites miniers concernés à l'appréciation des Américains. C'est si eux déclinent que nous pouvons aller ailleurs. Donc là, nous devenons dépendants. Ça, les Tshisekedi et Félix Tshisekedi ne trouvent pas ça si grave d'accorder un droit de préemption aux Américains sur nos mines. Mais qu'importe, aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est clair, Félix Tshisekedi cherche le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même devant vous les bilans de Félix Tshisekedi. Que des placards sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la gouvernance économique du pays. Que des placards. Des violations des droits de l'homme par-ci, par-là, des morts mystérieuses là-bas, jamais élucidées. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, quelle est la seule voie pour se mettre à l'abri? Un pouvoir à vie. Il est en train de chercher un pouvoir à vie. Et ça, les Congolais l'ont refusé à Kabila et ils ne sont pas prêts à le lui accorder. Quand lui dit que si le peuple, je termine par là, si le peuple me demande, mais toutes les demandes du peuple sur le social, sur l'eau, l'électricité, y a-t-il répondu? Ce qui les préoccupe, lui, c'est que le peuple, là, vient lui demander à lui de demeurer. De demeurer pour faire quoi qu'il n'a pas fait pendant 8 ans aujourd'hui? Alors, s'il faut revenir sur cette initiative de l'opposition, vous allez vous limiter à dénoncer verbalement les actions du pouvoir visant à réformer la Constitution, ou alors il y a des actions qui sont prévues par l'opposition. Et s'il y a des actions qui sont prévues, quelles sont ces actions-là? Naturellement, nous allons utiliser tous les moyens démocratiques à notre disposition, dont des actions, des sit-ins, des marches. Mais à ce stade, je ne peux pas vous dire quel est notre calendrier, et ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du présidium. Quand le moment viendra et que ce calendrier-là sera établi, nous le porterons ici. Alors, comment vous espérez atteindre votre objectif dans un contexte où l'on parle d'une opposition IAPT, une opposition Yanzala, en fait, comme pour dire que c'est une opposition qui est incapable, n'est-ce pas, d'empêcher le pouvoir à toucher à la Constitution? Oui, nous, à notre niveau, sur le plan stratégique, on est très heureux que Félix Tshisekedi présente l'opposition sous ces jours-là comme une opposition faible. C'est comme ça que l'opposition était perçue en 2015 par les officines de Joseph Kabila. À l'époque, il disait que, les Kinois, ils sont incapables de tenir 3-4 jours dans la rue parce qu'ils vivent au jour le jour. Et ensuite, quand ça crépite, ils détalent. Et c'est sur cette base-là qu'ils avaient fondé, en fait, la certitude qu'ils allaient faire passer la fameuse loi électorale qui posait les élections sine die pour privilégier l'organisation du recensement. OK? Cette loi a été soumise à examen à l'Assemblée nationale. Elle est passée. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'opposition avait appelé à manifester et qu'elle n'a pas pu arrêter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a été examinée et adoptée. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, à l'époque au perchoir de l'Assemblée nationale, s'était moqué de nous. C'est quand finalement cette loi arrive au Sénat et que les gens s'attendent le moins du monde qu'elle peut être bloquée. Surprise, les Kinois ont battu le pavé pendant une semaine et que Kabila a reculé. Et je souligne un élément. Parce que vous rappelez cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition bénéficie
des conditions dont elle bénéficiait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des mouvements citoyens qui étaient avec l'opposition. À l'époque, il y avait même l'Église catholique qui était avec l'opposition. Est-ce que vous bénéficiez de tous ces appuis-là aujourd'hui? Je tiens à souligner un élément. À l'époque, l'UDPS n'est pas avec nous dans cette dynamique. Cette opposition est conduite par Vital Kamere, Martin Fayoulou, José Makila et les autres. L'UDPS, elle, est déjà en train de négocier en dessous de la table avec les pouvoirs de Kabila à Ibiza. Ils sont habitués à la compromission. Aujourd'hui, vous bénéficiez de l'appui de l'Église catholique, des mouvements citoyens? Nous n'avons pas à bénéficier ou à aller chercher l'appui de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été un allié traditionnel aux aspirations du changement. Donc, nous ne nous en cachons pas, nous nous attendons à ce que nos démarches convergent demain ou après-demain. L'Église catholique l'a fait sous Monsengo, l'a fait sous Échou, sous Malula et aujourd'hui avec Fridelon Ambongo. Vous parlez des mouvements citoyens. Ben, nous ne pouvons pas nous prévaloir, nous, d'avoir les seuls mouvements citoyens crédibles ici. Ils sont des part et d'autres. Mais un élément majeur, en dehors de cette alliance naturelle avec l'Église, que nous n'irons même pas chercher, qui va de soi, mais c'est le peuple. Moi, je marche à pied tous les jours dans le rue de Kinshasa. Félix Tshisekedi est coupé des réalités du Congo. Et c'est d'ailleurs notre principal atout, c'est que nous sommes en face d'un homme désespéré qui cherche juste la survie et qui ne voit pas venir les murs contre lesquels il va choper bientôt. C'est cela. Merci. Peter Kazadi, vous êtes avocat, vous êtes député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. La mise en place de la plateforme baptisée C4 par l'UDPS ce mercredi constitue-t-elle la réponse du parti présidentiel à la coalition article 64? D'abord, je note qu'ils ont une très bonne 64. Ils interprètent. Votre ligne n'est pas bonne. Oui, moi aussi j'entends un écho là, je ne sais pas si c'est dû à quoi. Vous avez activé le mode main libre? Non, ce n'est pas un mode main libre. Ok, allez-y. Ben, je disais que les amis d'abord, bon, c'est leur droit, c'est de leur droit de se constituer en un cartel pour espérer combattre le pouvoir. Et c'est ça le rôle de l'opposition. L'opinion se souviendra qu'ils ne sont pas à leur premier rassemblement et jusque-là, nous ne sentons rien. Et je suis sûr que Mike Mukeba sait que la politique, c'est avant tout un rapport de force. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables de mobiliser la population pour que celle-ci se rallie à leur cause, ils peuvent beaucoup crier comme ils le font. Nous n'arrêterons pas d'avancer. Et donc, on voulait dire que les rapports de force sur le terrain actuellement est en faveur du régime en place? Non, c'est en faveur du peuple. Le peuple soutient le régime parce qu'il reçoit des réponses à ses besoins. Ce que le régime a fait dans moins de 7 ans, Kabila ne l'a pas fait dans 18 ans. Mobutu ne l'a pas fait en 32 ans. Donc le peuple congolais semble être satisfait. C'est ce qui justifie qu'il n'existe pas pratiquement une opposition dans les pays. Ça, c'est une évidence. Les C4, c'est une réaction au C64? Je dis que ces 64, ils peuvent se regrouper comme ils veulent, c'est leur liberté. Mais nous disons qu'ils mobilisent aussi la population. Nous allons voir, nous aussi, nous allons mobiliser notre peuple, qui est d'ailleurs avec nous, ce qui justifie l'inexistence de l'opposition. Ils parlent de l'Église catholique. Moi, j'ai travaillé personnellement avec cette Église catholique dans un petit groupe stratégique. Je sais comment nous avons évolué. Moïse Katumbi donnait $25,000 chaque mois à cette Église pour organiser les manifestations que vous avez vues. Et nous avons des gros... Comment? $25,000 chaque mois? De la part de Moïse Katumbi? De la part de Moïse Katumbi, c'était payé par le fait Pierre Lumbi. Ok, et vous détenez les preuves de ce que vous dites? Je vous dis que je faisais partie du petit groupe technique stratégique qui travaillait dans les bureaux
de M. Labin Cholé. Ce que je dis là, je l'ai dit la main sur la Bible que prêche M. Labin Cholé. Donc, nous connaissons comment les alliances se font avec cette église-là. Et depuis que l'église a décidé de nous combattre, vous voyez que le peuple ne les suit pas. Et Moukeba est en train de rêver, comptant sur cette église, au lieu de développer un discours alternatif. Et ils sont en train d'écrire dans les réseaux sociaux. Mais on se rappelle, honorable Peter Kazadi, Kazadi, on se rappelle que la même église a été votre partenaire à une époque donnée, lorsque vous étiez dans l'opposition. Bien sûr. Et donc, on peut aussi conclure par là que l'UDPS payait de l'argent à l'église pour, n'est-ce pas, l'amener à soutenir les actions de l'UDPS. Je vous ai indiqué la personne qui a envoyé l'argent et celle qui donnait cet argent. Ce n'était pas l'UDPS. Alors, comment comptez-vous combattre cette initiative de l'opposition, cette démarche de l'opposition? Oui, je vous ai dit que je la trouve normale. C'est une action normale de l'opposition. Mais de l'autre côté, il y a un autre son de cloche. J'ai entendu la sortie de C4. J'ai entendu aussi la sortie de C5. Un cartel qui se fonde autour de l'article 5. Dans une démocratie, on ne fait pas de déclarations sans se référer au peuple. Il s'agisse de la révision, il s'agisse du changement. La Constitution prévoit une voie pour consulter le peuple à travers les référendums. Le peuple qui a créé la Constitution, il peut la réviser, il peut la changer. Et si les amis veulent, ils doivent nous rejoindre sur ce terrain-là, comme nous avions fait en 2006, 2005 plutôt, contre la Constitution actuelle. Bon, Kabila a eu à mobiliser plus que nous et la Constitution a été votée et nous nous sommes inclinés. Mais si demain, nous appelons ces peuples à se prononcer soit sur la révision, soit sur les changements, c'est là que le vrai terrain démocratique, c'est là qu'il faut aller au lieu de commencer à lancer des invectives contre les gens, les qualifier de tous les oiseaux, le nom de tous les oiseaux, voilà. Oui, vous êtes juriste. Est-ce que pour les changements de la Constitution, il faut passer par les référendums? Le peuple souverain, qui est défini à l'article 5 de notre Constitution, peut faire et défaire une Constitution. De même aussi, l'actuelle Constitution prévoit que même pour la révision, on peut consulter le peuple par voie de référendum. Alors, dans la stratégie, parce que le C4, c'est une stratégie, n'est-ce pas, du pouvoir pour contrecarrer la démarche de l'opposition. Mais dans cette stratégie, apparemment, il y aurait un nouvel acteur. C'est la force du progrès. Hein. Vous avez cette force qui, chaque fois quand l'opposition... La force du progrès, il ne faut pas la prendre dans le sens péjoratif que vous voulez coller. Je n'ai pas fini ma question. Chaque fois quand l'opposition initie une action, on voit toujours la présence des forces du progrès avec des machettes et tout ça, pour essayer de décourager les opposants. Vous ne pensez pas qu'en utilisant cette force, ces jeunes-là, de cette manière-là, vous risquez, n'est-ce pas, de créer des situations, des chauffourées, des bagarres entre les partisans des deux camps, les camps de l'opposition et celui du pouvoir? Nous n'avons pas une force de progrès qui se promène avec des machettes et armes. Nous avons une force du progrès qui est une structure du parti. Les faits sont là, c'est des choses qu'on constate, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est comme hier, lorsque l'opposition s'est réunie, hein, on a vu ça, monsieur. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, la même opposition comme hier avec Mobutu, ils peuvent habiller les gens en tenue avec des mentions force du progrès ou IDPS et même créer des troubles pour appuyer ça à l'IDPS. C'est ainsi que je voulais vous dire que la force du progrès de l'IDPS n'a jamais mené une lutte violente. D'ailleurs, c'est ça l'idéologie de l'IDPS. Mike Moukeba, il le sait. Nous avons toujours contesté les pouvoirs lorsqu'il s'agissait de manière pacifique. Ce n'est pas aujourd'hui, lorsque nous sommes au pouvoir, qu'on va utiliser nos jeunes pour aller attaquer les opposants avec des armes à main. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui,
les bandits, tous les Koulouna de Kinshasa se font appeler force du progrès, ils ne les sont pas du tout. Et d'autres sont créés par cette opposition-là. Merci. Merci. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64 ? Je crois que ce sont des manœuvres, de manœuvres politiques de positionnement. Nous avions senti à un moment donné que la famille présidentielle s'organisait, qu'en face l'opposition ne prenait pas l'élan de se structurer. Là, l'opposition congolaise a donné, en tout cas une partie de l'opposition, le signe qu'il pouvait se réunir autour de manière conjoncturelle autour d'une cause. L'histoire récente a démontré que soit les dynamiques tout sauf Kabila ou les questions constitutionnelles ont toujours été des questions fédératrices pour l'opposition. Et donc, cette manœuvre-là nous positionne sur des possibles contestations de la rue, comme on l'a connu dans le passé. L'équation qui demeure, c'est est-ce que l'opposition aura les mêmes capacités qu'en 2015, qu'en 2016, pour drainer dans la rue la population. Justement, on se rappelle ce qu'étaient les actions de l'opposition en 2016-2015 et qui avaient réussi, n'est-ce pas, à faire reculer le régime Kabila. Et vous pensez que dans les contextes du moment, l'opposition a les mêmes capacités, n'est-ce pas, qu'elle avait utilisées à l'époque pour, n'est-ce pas, lui permettre d'obtenir gain de cause ? La faiblesse stratégique de l'opposition, c'est que l'UDPS vient de l'opposition et que d'une certaine manière, l'UDPS connaît ce qu'elle comme stratégie l'opposition utilise dans le passé. Et donc l'opposition devrait se réinventer. Si elle entend rééditer les exploits d'hier, eh bien l'UDPS qui a longtemps milité l'opposition sait comment contrer les approches qu'elle a même utilisées dans le passé récent. Deuxièmement, c'est l'opinion congolaise de manière générale est quelque peu frustrée, quelque peu déçue de la classe politique en manière générale. Le défi, c'est comment on embarque la population, particulièrement la jeunesse, sur cette question essentielle de la Constitution et quel sera notamment l'appui des mouvements citoyens qui eux-mêmes sont également en train de se réinventer. La plupart des acteurs soit ne sont pas au pays, soit ont shifté vers la politique. Il y a des bourgeons qui sont en train de revenir, mais une société civile qui se réinvente, une opposition qui doit également réinventer ses approches et ses pratiques. Et en même temps, il y a une partie des leaders qui ne sont pas au pays. Quelle sera la capacité de ceux qui sont en dehors du pays de rejoindre le combat? Vont-ils revenir? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, mais c'est à eux de prouver leur capacité de se réinventer et de mobiliser la rue pour imposer ces rapports de force souveraine. Vous avez suivi Peter Kazadi qui a évoqué, n'est-ce pas, les rapports de force. Quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, aujourd'hui, s'il faut parler des rapports de force, on dirait que c'est en faveur de qui? Est-ce que c'est en faveur de l'opposition ou le régime en place? Je dirais qu'il y a une majorité silencieuse qui n'agit pas, qui regarde mais qui n'a pas encore agi. Les indécis sont beaucoup plus nombreux que les zélés des partis politiques. On a un noyau, ils ne sont pas dans les médias sociaux, ils ne sont pas dans les médias classiques. On a un noyau des engagés, au sens politique du terme, qui jusque-là sont en train de gesticuler, mais la grande majorité congolaise observe. Et donc, est-ce que cette masse va s'élever à un moment donné? C'est cela qui déterminera d'où passera le rapport de force. Alors, on a toujours constaté que l'opposition a toujours réagi négativement chaque fois quand on tente, n'est-ce pas, de lancer ces débats sur la réforme constitutionnelle. Cela veut dire que dans ces pays, on ne pourra jamais envisager un tel débat? Le problème, ce n'est pas le débat de la réforme de la Constitution. Ce débat, on l'a déjà fait plus d'une fois. Je crois qu'en 2011, on a quand même eu des modifications. Le débat, il est essentiellement autour de la maintien au nom de la majorité au pouvoir, la conservation, la conquête du pouvoir par l'opposition. Dans un pays où on a quand même vécu une alternance en 2018, une seconde alternance, c'est une consolidation de la démocratie et un schéma retour nous ramènerait vers des voies antérieures que nous avions hier contestées. Et donc, une opposition qui milite sur la voie constitutionnelle, c'est aussi une opposition, je dirais, qui ne se positionne que sur des questions éminemment politiques, déjà, alors qu'il y a énormément de questions sociales qui auraient pu justifier la mobilisation de l'opposition, que ce soit les retards de salaire, que ce soit la grève des travailleurs, que ce soit les problèmes des carburants. Au Congo, les partis politiques, de manière générale, se mobilisent uniquement sur des questions essentiellement politiques et essentiellement clivantes. Et donc, ce n'est pas nouveau que l'opposition se mobilise cette question, parce que c'est éminemment lié également à la conquête ou à la conservation du pouvoir. Et ça peut être quoi le moment idéal pour lancer un débat sur la réforme de la Constitution?
le moment idéal n'existe pas en politique. Le moment, c'est un choix politique. Moi, je pense que le président aurait peut-être fait le choix, par exemple, de lancer comme candidat ce débat en 2023. Les Congolais l'auront voté avec un programme, avec un programme portant notamment sur le changement ou la réforme constitutionnelle. Il viendrait avec une plus grande légitimité pour lancer les débats. Mais voilà, la période électorale est passée sans que la question soit inscrite. Après, le tempo politique, il est défini selon l'agenda politique, soit de la majorité de l'opposition. Et je pense que pour le pouvoir aujourd'hui, à 1 année et demie pratiquement de la présidentielle, au moment où il y a une forme de soutien diplomatique à l'extérieur, au moment où l'opposition donnait des signes de faiblesse et de fragmentation, les tempos apparus plus ou moins opportuns plutôt opportuns. Et donc après, maintenant, c'est à l'opposition de montrer que ce choix stratégique est un mauvais choix, qu'il garde la capacité de mobiliser la rue, de drainer la jeunesse, et surtout de tout mobiliser l'opinion autour d'une question qui a été presque fétichiste en 2015 et en 2016. Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Mike Moukebaï, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. C'est Chris Pierrot. Chris Pierron-Pagnan, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Comme tout Congolais, je pensais que je suis en face d'une coalition de l'opposition contre l'agression, le chômage ou la situation économique du pays. À la grande surprise, c'est une coalition qui a été composée de têtes dont le bivolet d'unification de l'opposition déchirée, qui n'a plus ni la popularité, ni le calendrier, mais encore une puissance politique capable de faire trembler les pouvoirs qui comptent sur le peuple. Si cette bataille qu'ils ont lancée hier vise à empêcher une catégorie de Congolais de réfléchir sur un probable changement de la Constitution, comment ils comptent sur le peuple pendant que parmi les cadres de cette coalition, certains sont en dehors du pays, ayant dans cette coalition certains opposants qui sont en Sauvons les Congo, pouvons-nous dire que cette coalition était une branche de Sauvons les Congo? Mike Moukebaï. Ouais, c'est trop facile pour lui. Je suis gêné de lui répondre. La diabolisation tout de suite. Sauvons la RDC, c'est la bête noire du régime. C'est pas ça, le débat. Et puis, il dit que ce qui a été lancé hier, monsieur, qui apprend à être respecté, qui a empêché les Congolais de réfléchir. Nous avons exprimé notre point de vue et nous matérialisons notre démarche via une coalition que nous mettons en place. Donc, mais avant que j'aille plus loin dans la réponse à Chris Pierrot, je voudrais revenir rapidement sur ce que Peter Kazadi a raconté. D'abord, il a été incapable de dire si le C4 est une réaction à C64. Il a éludé la question, hein. Il a balbutié, c'était ça la question. Est-ce une réaction? Oui, c'est une réaction, ça montre qu'ils sont fébriles, qu'ils se sont mis à trembler. Et là, ils mettent en place une initiative pour provoquer du brouillage dans la communication. Vous voyez, pour le Congolais moyen, C64, C4, c'est une confusion totale. Voilà où ils en sont. Ils ne sont pas démocrates. C'est même ça. Et je suis étonné de la part... Je ne comprends pas la légèreté qu'il y a chez un ancien ministre de l'Intérieur qui dit que les opposants habillent de jeunes enfants du progrès et les font jouer des rôles. Pourquoi vous appelez ça légèreté? Mais puisqu'il a ces informations, pourquoi n'avait pas dit il faut nous arrêter si nous faisons ça? Puisqu'il a ces informations, pourquoi ne les transmet même pas-t-il pas à son collègue qui est de l'UDP? C'est de la légèreté, ça. C'est un ancien ministre, il ne peut pas venir dire des choses comme ça. S'il en a les preuves, qu'est-ce qui lui a manqué à l'époque où il était ministre? C'est d'arrêter ses opposants qui agissaient ainsi. C'est de la légèreté, on ne peut pas faire débat comme ça. On est des hommes d'État. Regarde sa perception de la politique. La politique est un rapport de force. Si elle est un rapport de force, les relations internationales les sont davantage. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire face au Rwanda? C'est à nous qu'ils imposent un rapport de force. En utilisant les instruments de l'État, contre le Congolais, il appelle ça rapport de force. En brimant, en créant une instance appelée Conseil national de cyberdéfense qui arrête sans procès, qui détient indéfiniment. C'est ça le rapport de force. Ils auraient dû commencer par l'imposer à l'extérieur, dans les relations internationales. Quand ils disent les Américains nous ont exigé, ça, c'est des rapports de force. Vous avez toujours, la capacité. Vous avez toujours la capacité de donner 25 000 $ par mois à l'Église catholique pour vous aider, vous accompagner dans votre lutte. Vous voyez la conception qu'il a, plutôt que de créer la cohésion nationale. Il dit qu'il a vu, il était là, il était témoin. Je vais répondre pour faire avancer la nation congolaise. Non, voilà sa conception. Une conception antagoniste de la société. Donc ces gens ne sont pas disposés
à créer des conditions pour la paix sociale et finalement le développement. Regardez les dirigeants, un dirigeant à ce niveau. Et puis, là où ils montrent qu'ils ont échoué, que le peuple n'est pas avec lui, c'est quand ils comparent Félix à Kabila. Ils ne peuvent pas, ils avaient dit que Kabila avait échoué, ils ne peuvent pas, s'ils veulent se prévaloir d'un quelconque bilan positif, se comparer à Kabila. Ils devaient dire, quand nous sommes arrivés, voilà ce que nous avons trouvé. La desserte en eau potable, la fourniture en électricité. Voilà là où nous avons amené les Congolais. C'est cela. De se comparer à Kabila signifie qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Et puis, ils parlent de ces 25 000 $. Oui, il peut en parler aujourd'hui, mais c'est des fonds qui ont été déboursés pour une cause commune. À l'époque, il n'a pas bronché. Donc, vous confirmez? Il doit se gêner d'en parler aujourd'hui. Vous confirmez cela? Je ne confirme pas, je le prends au mot. Il doit se gêner. Ça a été fait dans le cadre d'une cause commune à tous. Maintenant, il veut se laver les mains comme si les autres l'ont fait et que cela était répréhensible. Répréhensible en quoi? Qu'y a-t-il de normal? Qu'y a-t-il de normal dans un combat politique qu'un partenaire ou un autre sorte de l'argent? Combien de fois lui peut dire ce qu'ils ont reçu de Katumbi, d'autres partenaires? Il peut lui le dire. Qui vient le dire, tout ça, ça a été donné pour une cause et ça ne gêne personne. C'est normal dans un combat. Et puis, ce n'est pas les 25 000 $ qui ont financé ce combat. Les 25 000 $, allaient servir à quoi? Par mois. Par mois. Servir à quoi? Les gens s'est déployés dans toutes les paroisses à la fois. Dans toutes les paroisses à la fois. Et encore que je mets en doute ces allégations-là de 25 000. J'ai autant au cœur des manifestations de 2018. C'est moi qui ai été chargé, je peux le dire aujourd'hui, chargé d'organiser les conférences de presse clandestines pour annoncer les dates des manifestations. C'est Moukébaï. Les témoins sont là, les quelques journalistes que j'ai invités, notamment Olesa Olenga de Radio Okapi. La première conférence était tenue dans la salle de fête de Sainte-Anne. J'en sais beaucoup, ils racontent des histoires. Toutes les conférences. Comme l'a dit Christian Moleka, l'UDPS qui a participé, n'est-ce pas, et maintenant, quand il parle, l'UDPS, non, il n'y a pas de recette particulière pour que l'UDPS aujourd'hui se pense que les recettes ont été épuisées. Mon cher ami, quand vous entreprenez une démarche, j'ai donné l'exemple ici de notre succès en 2015, alors que l'UDPS n'était pas avec nous. Quand vous entreprenez une démarche qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple, il n'y a pas de stratégie particulière. Le peuple se dressera et il se dressera contre eux. Et ça, donc, c'est sûr. Vous avez bien écouté, n'est-ce pas, la réaction de Chris Pierrot, qui a parlé de Sauvons le Congo? Qui sait? Mais j'ai répondu à Pierrot, c'est cela, leur stratégie, c'est eux qui sont dans la diabolisation. Qu'est-ce que Sauvons la RDC vient faire ici? Oui, qu'est-ce que Sauvons la RDC? Il dénonce le fait qu'il y a des partis, n'est-ce pas, des Sauvons le Congo qui sont avec vous. Augustin Matata est là? Ouais. Attendez, sur le plan moral, politiquement, qu'est-ce qui nous empêche d'être avec Augustin Matata? Qu'est-ce qui nous empêche? Les faux procès qui sont organisés ici, avec des condamnations sans fondement, c'est cela qui va nous empêcher à nous de faire des rapprochements avec tel ou tel autre? Non, c'est cela la diabolisation. Et j'ai entendu aussi ces propos-là de la bouche de, comment il s'appelle, Ejibert Mampia, que l'évêque. Je ne peux pas l'appeler évêque, il fait la politique comme moi. Il y aura un moment donné, allez-y, il est évêque. Il y aura un moment donné, on va bien sonner les coups, qui se prépare. Il fait la politique. Oui, il a dit quoi? Et d'ailleurs, je suis très content qu'il se soit maintenant engagé. Tu as entendu de l'autre côté quelqu'un en rougir? Maintenant, là, c'est clair, les évêques, ils peuvent faire la politique. Donc, demain, l'Église catholique donc s'engagera. Alors, non, il dit qu'on n'empêche à personne. Il s'agit d'une position que nous portons et nous avons mis en place une coalition pour aller jusqu'au bout et empêcher à Félix Tshisekedi de s'octroyer un pouvoir à vie. Ce qu'il cherche, lui, il sait mieux que toi, Peter qui parle. Il sait ce qu'ils ont fait, les placards qu'il y a chez eux. Beaucoup de morts non élucidées ici, comme celle de Chéribin Okende, bien d'autres questions. Sur la gouvernance, n'en parlons pas. Nous avons des dossiers. Même son passage à lui au ministère de l'Intérieur, nous savons ce qui s'est passé. Et ils ne veulent pas être comptables demain. Merci. C'est ça le problème, qu'ils arrêtent de mentir au peuple. Ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils deviendront après le pouvoir? C'est ça le problème. Merci, honorable Peter Kazadi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis l'Ikasi, toujours dans les Haut-Katanga, c'est Serge Kade Chibangu.
Serge Kadé Chibangu, depuis la ville montagneuse de Likasi dans la province du Haut-Katanga. La mise en place de la coalition article 64, une plateforme de l'opposition, est un non-événement. Il est difficile de croire à l'opposition actuelle car tous étaient aux affaires. Premier ministre, ministre, député, gouverneur. Et nous connaissons bien leur inefficacité. La question de la réforme constitutionnelle est une question essentielle sur laquelle on doit mettre une intelligence. La réforme constitutionnelle n'est pas forcément un troisième mandat pour le président Tshisekedi. S'ils pensent ainsi, où ont-ils mis l'aspect économique, la bonne gouvernance? La loi référendaire est sous examen au Parlement. Vouloir son retrait montre que C64 ne reconnaît même pas la souveraineté du peuple congolais. Peter Kazadi. Oui, je pense que je n'ai pas de commentaires à faire au point de vue de ce compatriote. Il a tout dit. Et je voulais plutôt revenir sur les vociférations de mon frère Mike. Vous savez, j'ai toujours difficile à débattre avec Mike Mukeba et je me demande parfois s'il suit les débats parce qu'il m'attribue parfois des choses que je n'ai pas dites. Il dit que vous m'avez posé la question sur C4 si c'était une réaction et que je n'ai pas répondu. Et pourtant, j'ai répondu. Qu'il arrête d'être distrait, qu'il se concentre sur le débat. Donc, j'ai répondu à cette question. Il m'attribue la légèreté parce que j'ai dit qu'il y a des gens de l'opposition qui habillent les gens en force du progrès pour organiser, vandaliser la ville. Mais Mike Mukeba, c'est un journaliste de formation qui, par nature, est un observateur de la société. Ne sait-il pas, ou ne se rappelle-t-il pas que sous Mobutu, les militaires étaient habillés en tenue de l'IDPS pour faire des casses afin que l'IDPS emporte la responsabilité? Et pour autant que nous devons aujourd'hui, lorsqu'ils le font, que nous devons commencer à arrêter les gens dans tous les sens. Mais il sera le premier à crier parce qu'il va nier. Vous voyez que même là, lorsque je dénonce ces faits, il est en train de nier. Si demain on met la main sur des gens, il va continuer à nier, il va crier à la violation des droits de l'homme. Mais parce qu'ils sont minimes, nous les laissons faire. Vous savez, en matière de sécurité, on réprime ou en tout cas on s'attaque à un phénomène dès lors qu'il porte un impact notable sur la vie, sur la sécurité de la société. Mais ils sont minimes, ils sont maîtrisables. C'est la population civile qui les maîtrise. Nous n'avons pas besoin de faire arrêter les gens pour ça. Voilà, il y a honorable Peter Kazadi, il y a un auditeur qui vient d'envoyer une réaction là. C'est grâce Kalaki depuis la ville de Kinshasa. Le peuple congolais salue et soutient l'initiative combien subtile et salutaire de l'opposition, car la folie du pouvoir commence à dépasser les compétences légales et cherche à s'arroger des qualités non conventionnelles. En 2028, élection ou pas, Tshisekedi doit partir car l'homme a montré ses limites dans la gestion du pays. La RDC a atteint les fonds de l'abîme et il faut alors une nouvelle recette politique pour ressortir le pays du gouffre actuel. C'est grâce à Kalaki depuis Kinshasa, Peter Kazadi. Je respecte son point de vue. C'est vraiment son point de vue que je respecte, mais j'ai dit qu'il ne dit pas la vérité lorsqu'il dit que la RDC a atteint les fonds de l'abîme. Sous Félix Tshisekedi, la RDC a connu la construction de nouvelles universités. Sous Félix Tshisekedi, la RDC a connu de nouvelles infrastructures dans divers domaines de santé, infrastructures routières, l'amélioration des salaires de nos compatriotes. On ne peut pas dire qu'on a atteint l'abîme. Donc ça, c'est un point de vue d'un opposant que je respecte. Mais il y a plusieurs Congolais qui pensent que Félix Tshisekedi est en train de mieux faire et ils les soutiennent dans tout ce qu'il fait. Je voudrais encore revenir à mon frère Mike Mukeba. Je n'ai pas comparé Tshisekedi à Kabila. J'ai dit que Tshisekedi a fait mieux que Kabila. Bon, c'est une comparaison, mais puisque pour évaluer un pouvoir, il faut partir du point zéro, à partir du point où ce pouvoir a accédé aux affaires et voir ce qu'il a fait jusqu'en ce moment. C'est comme ça que le point de départ pour nous, c'est ce que Kabila nous a laissé. Kabila nous a laissé un pays
dans l'abîme. Aujourd'hui, nous sommes en train de relever ces pays. Le dire n'est pas une comparaison négative. C'est dire que Kabila n'a rien fait, nous avons mieux fait. Merci. Et il dit aussi que les rapports de force, pourquoi on ne les fait pas contre les Rwandais? Mais elles sont des relais des Rwandais. Qui sont les relais des Rwandais? Vous parlez de oui. C'est qui? Il s'agit de qui? Les partis de Mike Mukeba, il fait partie des relais des Rwandais. Ensemble pour la République. Les partis de Kabila, de tout ce monde-là, ils comptent plus sur les Rwandais pour renverser les institutions. Est-ce que depuis que les Rwandais occupent notre pays, depuis que ces rebelles-là existent, alors que l'article 64 interdit toute prise de pouvoir par la force, vous avez vu ces gens-là s'organiser pour organiser une riposte comme ils le font maintenant là, parce qu'ils apprennent que Tshisekedi veut organiser une réflexion autour de la Constitution? Notre peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que tous ces soi-disant opposants-là font les jeux du Rwandais. Les Rwandais veulent nous soumettre dans sa domination. Félix Tshisekedi aujourd'hui est le seul, lui et sa famille politique, à combattre les Rwandais et nous avons des fruits. Kabila, condamné sanctionné par la communauté nationale, donc personne ne veut de lui. Kagame, avec son armée, sanctionné, et Kabila sanctionné par des Américains. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait clair que Kabila, qui est l'allié de Mike Mukebai, soutient les Rwandais pour que les Rwandais renversent les institutions. Merci, c'est à eux que nous allons appliquer bientôt l'article 64. Merci, on a compris. Christian Moleka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa, c'est Junior Bompongo. Junior Bompongo, depuis la ville-province de Kinshasa. La création de la coalition article 64 traduit une tentative de reconfiguration de l'opposition congolaise autour d'un socle constitutionnel commun et d'un discours de défense de l'ordre institutionnel. Elle vise à transformer l'article 64 en levier politique de mobilisation contre toute réforme jugée opportuniste de la Constitution. Toutefois, je pense que cette unité reste fragile car elle agrège des leaders aux trajectoires et ambitions présidentielles concurrentes. Mais son efficacité dépendra de sa capacité à dépasser la simple posture de contestation pour construire une alternative crédible et cohérente. Enfin, elle introduit un nouveau cycle de polarisation politique autour de la légitimité constitutionnelle et électorale. Par ailleurs, la résistance constitutionnelle n'est pas un chèque en blanc à l'anarchie politique. Parce que quand vous lisez bien l'article 64 de notre Constitution, demeure un couteau à double tranchant. Donc, l'opposition est appelée à faire un usage responsable, républicain et démocratique. Merci. Christian Moleka? Je partage effectivement sa lecture qui est très perspicace et qui est très pragmatique. Effectivement, utiliser le levier de la question constitutionnelle comme un instrument de mobilisation, comme je l'ai dit, c'est conjoncturel. Ça s'est fait dans le passé. C'est une question qui peut rassembler l'opposition, même si les agendas politiques demeureront plus ou moins opposés à long terme. Mais conjoncturellement, cette coalition permet à l'opposition de se reconfigurer. Effectivement, ça va renforcer la polarisation parce que dans cette logique de confrontation, déjà le discours est clair, cette logique de confrontation qui se dessine, eh bien, il y aura de plus en plus de polarisation et pratiquement on ira vers l'escalade. Et cette escalade-là, malheureusement, peut finir dans l'affrontement dans les rues avec les scénarios qu'on a vécus en 2015 et 2016. Et éventuellement un tissu social qui sera encore fragmenté davantage parce que les Congolais seront divisés. Et donc oui, l'article 64 est un levier de résistance qui peut appeler la population à résister, mais derrière cette polarisation, c'est aussi les risques à la fois de, je ne dirais pas de guerre civile, mais de formes d'insurrection qui peuvent se dessiner si la polarisation est conduite à l'extrême. C'est un risque que nous prenons. Si chacun ne met pas un peu de l'eau dans son vin, si la rationalité ne domine pas l'émotion, si l'intérêt partisan ne prend pas le dessus sur l'intérêt national, ne prend pas le dessus sur l'intérêt partisan, nous sommes en train de, nous-mêmes malheureusement, de fragiliser le pays en interne. Et malheureusement, ça pourra demain donner en plus d'éléments à ceux qui peut-être soutiennent un schéma de balkanisation en disant que les Congolais sont incapables de se gouverner dans la stabilité. Alors, vous voyez cette coalition de l'opposition se maintenir dans la configuration actuelle, comme l'a dit Junior Bompongo, lorsque, à son sein, vous avez des leaders, n'est-ce pas, qui n'ont pas les mêmes ambitions politiques.
c'est une posture conjoncturelle. Ça veut dire qu'il y a une circonstance particulière qui est à l'origine du rassemblement. On l'a vu également en 2016, en 2017. Et dès que probablement nous aurons passé cette phase des rapports de force et qu'ils viendront soit les dialogues, soit un processus électoral, eh bien les ambitions personnelles reviendront. C'est à l'opposition d'être capable de construire, au-delà de cette conjoncture, une posture de rassemblement pour les enjeux à venir. Parce que pourquoi le levier est utilisé? Le levier est utilisé soit pour établir un rapport de force qui pourra amener à un dialogue avec le pouvoir, soit imposer un rapport de force qui maintienne l'ordre constitutionnel actuel. Et dans ce cas-là, nous irons vers un processus électoral dans les délais raisonnables. Et à ce moment-là, si les ambitions ne sont pas gérées, eh bien l'opposition ira à nouveau en ordre dispersé. Donc la logique devrait s'inscrire, si les stratégies de l'opposition y travaillent, à construire, au-delà des conjonctures circonstancielles, des postures de long terme. Mais l'histoire récente nous a montré que l'opposition congolaise a du mal à se réunir, que ce soit à Genève, que ce soit à Genève, que ce soit récemment en Afrique du Sud en 2023. Les démons de la division réapparaissent au moment des grands enjeux. Et justement, lorsque vous observez l'opposition telle qu'elle fonctionne dans ces pays, à votre avis, quels pourraient être les atouts de cette opposition et quelles sont aussi ses faiblesses? Les atouts, je pense qu'on a quand même une opinion intérieure assez divisée. Et donc il y a une opinion qui certainement va s'aligner dans les discours de l'opposition. Un autre atout, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de rejet de l'élite politique de manière générale. Et donc un besoin de renouveau, un besoin de renouvellement qui est en train de bourgeonner et qui peut également alimenter l'opposition. Les défauts, est-ce qu'ils auront les capacités financières pour financer un tel processus? Est-ce qu'ils auront la capacité à gérer les égos? Déjà, les affiches ont montré comment positionner les acteurs sur l'affiche. Est-ce qu'ils vont gérer les égos entre Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Kabound ou Sessanga Doma? Est-ce que les égos ne vont pas être le point des tendons d'Achille d'une opposition, je dirais, avec plusieurs têtes? Dans un passé récent, on avait l'avantage d'avoir un Tshisekedi qui pouvait prétendre à une forme de légitimité naturelle et qui pouvait rassembler autour de lui. La faiblesse depuis son départ, c'est que l'opposition a plusieurs polarités et donc elle évolue en îlot autour de plusieurs acteurs. Et si les égos prennent les dessus, eh bien cette coalition ne fera pas long feu. Mike Mukebai, la capacité de l'opposition justement de pouvoir gérer les égos entre les leaders. Je voudrais prendre le public, l'auditoire, les auditeurs qui nous suivent à témoin pour qu'ils se rendent compte de la conception de l'ordre public d'un ancien ministre de l'Intérieur qui dit « Ben oui, nous sommes informés, mais c'est des faits mineurs, c'est comme ça que nous laissons faire, ça n'a pas un impact majeur sur la société. » Donc, on laisse des délinquants, hein, ils ont des informations qu'il y a des délinquants, on laisse faire la justice. On minimise parce qu'on estime que ça n'a pas d'impact Oui, non, réel. on laisse faire, c'est des délinquants. Ça, c'est des délinquants. Si alors, pas la gestion des égos. Voilà la conception de l'ordre public d'un ministre de l'Intérieur. Je vais aussi le rencontrer quand il parle des nouvelles universités. C'est 2-3 universités surfacturées. Je sais que l'université du Canada n'arrive pas à abriter tous les étudiants inscrits. J'ai suivi ça dans un débat sur Top Congo, où certains étudiants doivent aller chercher des auditoires ailleurs. Donc on s'en vante comme ça. Quand on parle des infrastructures, il faut en parler de manière quantitative. Il faut dire que le Congo a besoin de 90 000 routes. Nous sommes là-bas. Là, arrivés, nous avons trouvé le Congo à 13 000 kilomètres de route. Nous avons porté ces chiffres à 26 000, à 30 000. C'est ça, les infrastructures. Et non nous dire comme ça, infrastructure, alors que déjà à Kinshasa, ici, nous ne savons pas rouler. Et toutes les grandes routes interprovinciales, des dessertes agricoles sont coupées. Et même pas en bitume ou en béton. L'opposition aura-t-elle la capacité de gérer les égos, Mike Mukebai? La question vous avez des leaders, n'est-ce pas, dans cette opposition, mais qui n'ont pas les mêmes ambitions. Mais il fallait me laisser terminer en disant que l'amélioration des salaires, oui, il y a eu un changement dans la vie de certains qui l'ont ressenti ça, peut-être Peter Kazadi, mais amélioration des salaires, pour quel coût du loyer? Est-ce qu'on peut voir depuis les 8 dernières années? C'est un triplement de loyer dans la ville de Kinshasa. Nous qui vivons à Kinshasa péniblement, nous ressentons cela dans notre chair et dans notre âme. Les transports, à quel taux? À quel coût? Moto, 5 000 francs. Les retours 10 000 francs ou les Congolais. Voilà. Donc c'est cela. Nous tendons vers la fin de l'émission. J'ai constaté seulement que vous ne voulez pas répondre à la question sur les égos, la gestion des égos au sein de l'opposition. Non, ça sera très difficile. Nous avons toujours rencontré des difficultés à ce niveau-là. Ça, il faut être clair. Mais il faut se dire qu'au moins les opposants, par rapport à un moment conjoncturel, sur une cause, ils se mettent d'accord. Et c'est ça l'essentiel. Et
qu'on se mette en tête que la coalition C64 ne cherche pas à aller vers une plateforme électorale ou à mettre l'opposant d'accord sur une autre thématique, une thématique donnée. Non. Principal objectif, empêcher à M. Tshisekedi d'organiser son changement. Voilà, c'est ça, c'est la Constitution. Votre mot de la fin. Hein. Ce serait quoi, selon vous, les scénarios au cas où l'opposition n'arrive pas à faire reculer le régime? Mais comment on ne va pas le faire reculer? C'est votre mot de la fin. Il va faire passer ça par quelle voie? Il reculera, je te l'ai dit aux Congolais aujourd'hui, il reculera. Au cas où ça ne marche pas, l'opposition des... Tu sais, il y a même une... plutôt la démarche de l'opposition. Tu sais, c'est dommage. Hein, c'est quoi le scénario possible? C'est dommage qu'il y a une autre réflexion, celle qui est plus fondamentale et stratégique, que je ne peux pas développer ici. Ça ne passera pas. Que les Congolais se tiennent tranquilles, nous leur demandons simplement, le moment venu, de s'élever, et Tshisekedi reculera. Votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de demander aux Congolais de se tenir prêts à tout moment. Parce que là, nous avons engagé la bataille et nous y allons jusqu'au bout. Merci. Nous ne reculerons pas. Merci. Peter Kazadi, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire aux Congolais que nous ne luttons pas seulement contre Kagame, mais Kagame a ses bras armés dans les pays. Ces bras se sont aujourd'hui constitués dans un cartel qu'on appelle C64. Ils n'ont vu que dans cette disposition que les oppositions contre les aspirations du peuple congolais incarné par Félix Tshisekedi, ils ne voient pas une rébellion armée coordonnée tenue par Kagame qui veut renverser les pouvoirs. Donc il faut considérer ces gens comme les ennemis de la République. Le prolongement du AFM23 qui se constitue au cœur de Kinshasa. Et les Congolais, nous devons nous organiser plutôt pour leur barrer la route. Merci. Christian Moleka, votre mot de la fin, ça peut être quoi les scénarios possibles si l'opposition arrivait effectivement à faire reculer le régime? On va assister à ce qu'on avait assisté à l'époque où il y avait un dialogue? Tout dépend. Si l'opposition réussit à repousser le projet, probablement qu'on aura un dialogue et éventuellement un débat sur le retour du processus normal, à savoir le processus électoral. Mais tout ça intervient dans un contexte où la priorité sécuritaire va reculer. L'agenda politique sera dominé par le débat constitutionnel. On parlera moins d'une occupation de fait, alors qu'il y a des Congolais à l'est du pays qui attendent prioritairement le retour de la paix. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Mac Mkebaï, merci d'être venu ici au studio. Et Christian Moleka. Merci aussi à Peter Kazadi d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Benjamin Moudumbi qui l'a réalisé, à Jean-Claude Nsiala, à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, et Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio.